Et bienvenue dans une capsule questions-réponses où je réponds aux questions les plus pertinentes qui ont été posées sur les différentes vidéos de cette chaîne. Et on commence! Bonjour, la plupart des spécialistes du positionnement recommandent un angle au genou entre 25 et 35 degrés pour la hauteur de selle. Êtes-vous d'accord avec cette norme? Bon, je vais te donner 5 points sur lesquels je suis en désaccord avec cette affirmation. Bon, premièrement, l'idée de la plupart des spécialistes, je suis déjà en désaccord avec ça parce que honnêtement, le consensus parmi mes pairs, si on veut présentement, n'est pas vraiment dans cette cible-là. Je dirais, va avoir dans le fond, pour une hauteur de selle résultante plus basse, donc justement un angle plus élevé finalement de cible pour l'angle du genou. Parce qu'honnêtement, la plage du 25 à 35 degrés commence déjà à dater de plusieurs années. Et avec le temps, dans le fond, les recherches, les expérimentations et dans le fond, l'accumulation de données empiriques, ça s'est un peu réajusté à la baisse. Je vais y venir avec les nouvelles normes. Parce que comme deuxième point que je vais apporter, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a des énormes variabilités en termes de mesure d'angle du genou dépendant des méthodes de mesure, qu'elles soient statiques ou dynamiques. Ce que je veux dire, c'est qu'un angle, disons, de 30 degrés qui serait pris de façon statique, c'est-à-dire avec un goniomètre, alors qu'on demande au cycliste d'arrêter son pédalage dans le fond du cycle de pédalage, si ça donnerait environ 30 degrés, la réalité est que en pédalant de façon réelle et dynamique, mesurée avec une caméra ou avec un capteur de mouvement, va donner des résultats entre 4 et 7 degrés plus élevés. Donc, ce qui est mesuré de façon statique à 30 degrés, disons, va fort probablement mesurer 34 à 37 dans la réalité prise de façon dynamique. Donc, c'est pour ça que si on veut parler un peu de consensus, je dirais qu'on peut plus s'entendre sur une mesure de entre 28 et 38 degrés si c'est mesuré de façon statique avec un goniomètre, ou de 32 à 42 avec une mesure prise réelle de façon dynamique. Aussi, un autre point, c'est que, honnêtement, l'angle du genou, c'est pas une mesure fixe. Parce qu'elle peut avoir une variation aussi en fonction du type d'effort. C'est-à-dire que l'angle résultant, dans le fond, si on a un travail à faible intensité, à haute cadence, sera fort probablement pas le même que si on fait un travail, dans le fond, à basse cadence, à haute intensité. Et ce qui m'amène à mon dernier point, c'est que finalement, tout bon spécialiste compétent va probablement vous le dire que de prendre simplement, dans le fond, l'angle du genou pour déterminer la hauteur de selle optimale, c'est vraiment insuffisant comme donnée. Il y a beaucoup trop de variabilité, ça ne prend pas en compte assez la personnalisation selon les besoins du cycliste et aussi ça met dans le fond plusieurs autres facteurs, tant qu'à moi, qui sont beaucoup plus importants à regarder, à observer, à mesurer, comme la stabilité au niveau des chevilles, au niveau du bassin, au niveau des genoux, tous des facteurs qui sont, tant qu'à moi, beaucoup plus déterminants pour bien observer, bien mesurer la bonne hauteur de selle. Sur la capsule sur la FTP, la meilleure façon de faire, c'est un test d'une heure. J'ai déjà fait des tests de 5 minutes, 8 minutes, 20 minutes avec les calculs à préconiser et ça fonctionne pas. Sur une heure à l'extérieur, j'arrive à 215 de FTP, alors qu'à l'intérieur, ça donne 190. Ouais, comme je disais, le gros problème de la FTP, c'est de tenter de faire une extrapolation, dans le fond, d'un test sur un temps X pour l'extrapoler, dans le fond, sur une plus longue durée. Mais au-delà de ça aussi, il y a un bon point, c'est-à-dire que souvent, la FTP qui va être testée à l'intérieur va être plus basse que la FTP testée à l'extérieur. Puis évidemment, c'est variable d'une personne à l'autre, mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? Il y a un facteur qui peut être mental, c'est-à-dire au niveau de la motivation. À l'extérieur, justement, ça devient souvent plus facile d'avoir une motivation à pousser fort quand on va être à l'extérieur de façon dynamique avec vraiment le paysage et tout qui est en mouvement. Mais il y a aussi un facteur physiologique qui est celui qu'à l'intérieur, étant donné qu'il n'y a pas autant de vent qui va nous rafraîchir, souvent ça va faire beaucoup plus de surchauffe de la température corporelle qui peut nuire aux performances, en plus de potentiellement diminuer le taux d'hydratation, ce qui peut ça aussi, dans le fond, réduire les performances. Sur la capsule des 10 erreurs de positionnement, je me suis fait reprendre. Tu as oublié la largeur des guidons qui est toujours trop large sur presque tous les vélos d'origine. Effectivement, vous avez totalement raison. C'est vrai qu'une grande majorité des vélos d'origine viennent avec des guidons qui sont trop larges pour beaucoup de cyclistes. Pour moi, un vélo large, disons, devrait toujours venir avec un guidon d'un maximum de 42 cm
et non pas de 44 comme on voit de façon régulière. En fait, à peu près toutes les grandeurs gagneraient à diminuer proportionnellement de 2 cm. À mon studio, c'est très fréquent que je change les guidons pour des plus étroits que ce que la personne arrive avec d'origine. Mais c'est excessivement rare que l'inverse arrive, c'est-à-dire que je vais aller vers plus large. Sur la vidéo sur l'engourdissement des pieds, tu ne penses pas que la compression nerveuse peut aussi se situer plus haut au niveau du bassin, par exemple? Bien que c'est quelque chose qui est moins fréquent, oui, c'est quelque chose qui peut arriver, une compression des nerfs, surtout au niveau des aines, au niveau justement de la pression sur la selle. Les raisons principales de ça vont surtout être une selle qui va être trop large, donc on va mettre une pression beaucoup plus grande sur les nerfs des aines, une selle qui va être assez plate sur sa largeur aussi avec des coins très définis, très carrés. Ça aussi, ça peut créer une pression supplémentaire. Également, la largeur de pédalage peut vraiment avoir une influence parce qu'évidemment, une largeur de pédalage très étroite peut créer plus de pression, dans le fond, sur les terminaisons nerveuses qui se situent sur les aines, donc ils vont aller à côté sur les parties externes de la selle. Donc évidemment, les solutions à regarder, ce serait une selle plus étroite, potentiellement une selle avec une forme plus arrondie et justement une largeur de pédalage plus large, c'est-à-dire soit avec des cales qui vont être amenées plus vers l'intérieur, des espaceurs ou des cales, dans le fond, des pédales avec des axes plus longs. Ici, j'ai un commentaire. Peu importe l'avancement de selle, le bassin sera toujours au même avancement par rapport à l'axe du pédalier. Donc, il faut régler l'avancement de la selle en fonction de l'où on s'assoit. Il y a un fond de vérité, mais je suis pas d'accord avec cette affirmation-là dans son ensemble. C'est vrai que plusieurs personnes, si on bouge l'avancement et recul de la selle, le bassin va pas nécessairement suivre la selle, mais rester un peu au même endroit dans l'espace. Et c'est des cas comme ça que la règle du fil de plomb devient encore plus inutilisable et complètement invalide. Mais c'est faux de penser que naturellement, le bassin va toujours se placer un peu au bon endroit naturellement, sans avoir de compensation par rapport au reste du positionnement. La hauteur de selle, la hauteur du guidon, la portée du guidon va tout avoir une influence sur où ce que naturellement on va vouloir s'asseoir de façon optimale sur le recul de selle. Donc non, par exemple, si le guidon est trop loin, le bassin ne va pas naturellement se placer au bon endroit parce qu'il est en train de compenser pour la surextension avec le guidon en s'avançant vers l'avant de façon non naturelle. Et aussi où ce que le bassin va se positionner peut beaucoup avoir avec non seulement le reste du positionnement, mais le type d'effort. Mais c'est vrai que je vois ça. Il y a un peu deux types de personnes, c'est-à-dire des personnes que si on bouge l'avancement de recul de selle, le bassin suit la selle, et d'autres que même si on l'avance et on recule, le bassin reste un peu au même endroit. Évidemment, mettez-moi au défi de répondre à vos questions les plus pertinentes sur les différentes vidéos de cette chaîne. D'ici là, à la prochaine.